Buonasera a tutti e a tutti. Prima fare mi ringraziavi di essere venuti numerosi per questa testimonianza di memoria, di avere delle idee che noi partimmo di voi decine e decine di anni e dans un climat non pas d'inquiétude, non pas d'anxiété, mais un climat d'interrogation certainement pesante qui taraude tous ceux qui ont le souci de ce pays. On a demandé aux premiers militants qui étaient dans la cave le matin de venir ici. Alors vous avez Jean-Pierre Susini, Niolinco di Cabigorsi, Jean-Louis Andreani, Piero Susini, Luigi Zarocchi, Pedro Bodioli, Jean-Baptiste Rotti di Forcioli e l'uomo di Brugria, Giacomo Viesi. Vous vous doutez que pour des raisons de sécurité, c'était une équipe très restreinte, mais que la logistique était beaucoup plus importante aussi. Je demanderai à la fin de mon intervention à tous ceux qui étaient dans la cave, qui étaient là, qui étaient présents, de monter avec nous sur l'estrade parce qu'il n'est pas question de faire un distinguo. Et je voudrais dire en un mot qu'il manque à l'appel Matteone De Fendini, Jean-Bernard Acquaviva che è morta a Macchia, atteint d'une affection hémopathique grave. Il n'a pas pu se soigner. Charles Susini, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. Augustin Tiroloni, le militant de Bastenica. Antoine-Marie Vittori, Fiumurbaccio. Gilbert Cazzarelli, Fiumurbaccio. Et Marcello Lorenzoni. Il n'y a pas de distinguo, il n'y a pas de démarche solitaire, il n'y a pas de prétention. On n'a jamais donné de leçons à personne. Ici, nous sommes des gens qui avons pris des engagements et puis ensuite, les hasards de la vie et des convictions nous ont parfois séparés. Cette stèle n'a pas la prétention de figer l'histoire, de ressembler à Ponteno, et n'a pas la volonté de sombrer dans un remake douteux pour dire nous y étions, nous étions bons, nous sommes des patriotes. Une lutte aussi difficile, aussi complexe, cette quête de liberté qui s'étale sur des siècles n'est pas le fait d'un homme. Il est le fait d'une idée, il est le fait d'une pulsion collective, il est le fait d'un courage commun, il est le fait de tous ceux qui, étape après étape, jour après jour, nuit après nuit, se sont toujours battus pour sauver le peuple corse dans la diversité de leurs convictions et dans la diversité de leur appartenance, qu'elles soient religieuses, philosophiques, politiques, qu'ils aient été d'origine ou d'adoption. Ici, il y a le peuple corse.
Je vais dire juste un mot pour la stèle, n'étant pas très rompu dans l'art. Je veux rendre hommage à Tony Casalonga, ce vieux compagnon de route qui est le concepteur, à José Emmanuel qui est l'industriel, à Bruno de Moustier qui est l'artiste paysagiste, et puis à tous les groupes culturels, chanteuses, chanteurs, qui ont été le fruit de ce combat fécond à Salvatore le Riaquiste. Les Corses ne doivent pas oublier que pendant 30 ans, des gens qui n'occupaient pas le devant des estrades, qui n'étaient pas des militants reconnus, qui ne cherchaient aucune gloriole, ont assuré un fil de vie et un viatique à la culture d'émancipation nationale. Ça, on ne peut pas l'oublier grâce à leur soir rendu. Merci à tous les bénévoles, merci aussi à tous les donateurs. Quant aux militants, je vais dire ce que j'ai l'habitude de dire, ils n'attendent ni récompense, ni médaille, pour la raison simple qu'ils trouvent dans leur engagement, dans leur motivation, le fondement de leur force et le fondement souvent de leur sacrifice. On est surpris des fois que j'ai dit que cette manifestation devait se passer dans le respect de la mémoire des victimes, bien entendu de toutes les victimes du drame corse. Pourquoi? Parce qu'en Corse, on a l'habitude de respecter les morts, on a l'habitude de respecter les autres, et on pense que la mort leur donne un caractère de sacralité qu'on ne peut pas transgresser au lieu des réunions et pendant les meetings. Aujourd'hui seulement, il y a un flot de questions. Ma perché siete venuti qui? Magari aveva tutto, ma che voleva domani? O sedele, non cercate mica 50 spiegazioni. C'era una volontà semplice di lì, ma basta, dopo aver straziato, dopo aver capito. Allora perché oggi abbiamo avuto un basso per farla? Perché abbiamo provato i buoi 10 anni? Perché non abbiamo mica potuto salvare la cantina? Ça a été impossible. Et aussi parce que l'opportunité s'est présentée à l'aube, je vous le rappelle, de changements qui vont être décisifs dans ce pays. Osi traboia, osi arcao basso, osi giotta. Oggi non è più tempo ni des palinodis, ni des atermoiements, ni des faux semblants. Alors, il y a quand même, que vous le vouliez ou non, au-delà de ce que nous avons fait nous, et dont on se glorifie, c'est pour nous un symbole minuscule, modeste, qui éclaire deux faces de notre vie collective. La résistance et la résilience. Vous vous penchez sur le Paché d'Alière et vous apercevez qu'il y a toujours eu des actes de résistance. En 1975, ça n'a été que la prolongation d'un fait qui a été l'acte fondateur de la résistance contemporaine. Je n'ai pas dit que nous avons assumé seuls la résistance contemporaine. Je n'ai pas dit qu'on était meilleurs que les autres. Je dis qu'ici, ce jour-là, nous avons été un certain nombre d'hommes et de femmes à dire « ça suffit ». La Corse n'a jamais agressé personne. Quant à la résilience, où mieux qu'Aléria pouvait ressortir cette notion après le désastre, après l'effondrement du mirage vitivinicole, après les 30 000 hectares qu'on plantait souvent en cépages et alimentés par des pratiques vitivinicoles douteuses, c'est sur ce terreau qui aujourd'hui a été réduit à 7 000 hectares que la viticulture de qualité a donné à la Corse ses meilleures lettres de noblesse, montrant ainsi qu'il n'y a pas de cause désespérée, qu'en fait il n'y a que des gens qui désespèrent. Merci à tous les vignerons, vi ringraziamo tutti i compagnoni di ciò che fate per la Corse. Alors aujourd'hui, et vous permettrez au vieux militant que je me suis engagé en 1960 dans l'affaire de l'Argentine, vous me permettrez de m'interroger avec vous. Ma come si fa che un paese che è così ricco, che ha tanti soldi, che ha tante competenze, che ha 10 milliards d'euros d'épargne, est così malandato? Est-ce que nous sommes des tarés collectivement? Est-ce que nous sommes inintelligents? Est-ce qu'on est frappé comme certaines vallées par une absence d'iode? Est-ce que nos gènes sont véritablement perturbés? Non. Il faut chercher dans notre histoire tumultueuse les difficultés que nous vivons. Pour une raison extrêmement simple. Celui qui n'admet pas
que la France n'accepte l'identité de la Corse que lorsqu'elle est folklorique, qu'elle distrait, qu'elle amuse, qu'elle interpelle, qu'elle permet de brocarder. Celui qui n'admet pas ça ne reconnaît pas notre peuple. Et il est obligé d'admettre que la France a toujours combattu le sentiment d'identité corse avec une constance, une opiniâtreté, une organisation dont on sait que les 1000 ans qui ont fait la France et les 1000 ans des Capétiens sont là pour en témoigner. Bâtis à coups d'estoc, à coups de mariage, à coups d'annexion forcée, à coups du mariage du sabre et du goupillon, la France s'est construite sur des identités qui ont été toutes progressivement rabougries, puis ravalées au rang proprement folklorique. Et aujourd'hui, j'ai la conviction, et si je vous parle aujourd'hui, c'est parce que j'ai 80 ans. Si je vous parle aujourd'hui, je ne veux pas que la mort me surprenne sans avoir dit ce que je pense réellement, après des décennies d'engagement, d'écoute patiente, d'échanges sur tout le terrain, jamais d'ostracisme, le dialogue avec tout le monde. Je voudrais vous délivrer quand même quelques conclusions que je considère comme importantes. Avec préméditation, sciemment, avec application, tous les gouvernements de la France, depuis 50 ans au moins, jouent la montre. Pourquoi? Parce qu'ils savent que le temps joue contre nous. Parce qu'ils savent que nous sommes confrontés à une arrivée systématique de populations que, malgré notre sentiment légendaire d'hospitalité, nous ne pouvons plus intégrer. Parce que la spoliation organisée des terres conduit inévitablement et à l'aliénation culturelle et foncière, donc à la mort de notre peuple. Ça, l'État le sait. Nous ne sommes pas dans le domaine de l'erreur, nous ne sommes pas dans le domaine du choix tactique. Il y a une constance dans le comportement et il faut savoir aussi, même si toute comparaison n'est pas raison, qu'en Kanaki, quand ils ont arraché, après le drame d'Ouvéa, une procédure d'émancipation avec l'autodétermination, la France a toujours manœuvré sciemment, intelligemment, en divisant les tribus, en achetant ce qu'il était possible d'acheter. Et puis progressivement, malgré la loi et avec le concours des magistrats locaux, on inscrit systématiquement sur les listes électorales en Kanaki des gens qui sont des métropolitains, qui vont participer demain au scrutin d'autodétermination, alors que dans le contrat passé, il était bien écrit que seuls les gens qui résidaient là, à cette date, pourraient voter. Vous voyez donc que vous avez une pratique qui n'est pas une pratique exceptionnelle. Comment la France gère la Corse? Est-ce que vous pensez que c'est par hasard que dans un pays comme ça surgissent Louis XIV, Napoléon, la République sacralisée, la troisième, la quatrième, la cinquième, qui ont façonné l'archétype de l'État-nation? Pendant 250 ans, on a été sous cette tutelle. Et mon âge me permet de dire que en 1950, c'était véritablement la déshérence. C'était la seule île de la Méditerranée qui n'avait pas prospéré. C'était véritablement des champs de ruines. C'était le découragement. C'était l'exode organisé. La France, elle a un système politique pyramidal qui n'admet pas des bases participatives, des différences culturelles authentiques, qui n'admet pas le partage. En fait, c'est une caporalisation forcée qui dure et qui transcende les gouvernements, etc. Et nous sommes une exception, je parle sous le contrôle de notre ami Henri Malos, président du Conseil économique social européen, qui le dit assez souvent dans toutes ses interventions. La France est une exception en Europe démocratique qui foisonne de ses co-officialités. Elles sont tellement naturelles que les peuples parlent la langue de la tutelle et parlent leur propre langue, qui foisonnent de régions à statut spécial, qui foisonnent de Länder, de dévolution, d'indépendance récente en construction, qu'il s'agisse de la Catalogne et de l'Écosse. La France est le dernier élève et le mauvais élève de la classe. 250 millions d'Européens vivent dans le fédéralisme et dans les autonomies. La France, avec la seule Grèce, est rétive. Elle vit comment? Elle est bardée dans son Conseil constitutionnel de ses barrières. Les Français, la langue de la République qui a été choisie précisément
pour éviter la signature de la charte des langues minoritaires et pour ne pas permettre à des langues dites régionales de s'exprimer publiquement, la France s'atrophie, s'essouffle, peine dans une conjoncture internationale, c'est vrai, difficile. Elle se claque mûr dans l'immobilisme et surtout dans l'autosatisfaction. Elle a besoin, un vital d'oxygène pour son peuple. Par contre, elle préfère la naphtaline qui est mortifère et les jeux courtisans réglés comme des ballets à l'Élysée ou autour des lieux de pouvoir. Mais tout colonisateur a besoin d'appui sur place. Il a besoin de courroies de transmission. Et ça a été une constante de l'histoire de tous les peuples colonisateurs et de tous les peuples colonisés. La Corse n'a pas fait exception. Et c'est ainsi qu'après les Génois, il a prospéré ici un système politique qui est un système qui est une mauvaise adaptation à des conditions socio-économiques difficiles. Et vraisemblablement, nous en aurions fait partie il y a 2 siècles, qui disait que le protecteur avait tous les droits, que les citoyens n'existaient pas et que les intermédiaires devaient être récompensés à mesure de la fidélité des bases populaires et à la mesure de tous les avantages qu'ils pouvaient amener à l'État-nation. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il ne faut pas prêcher la haine. Vous lisez simplement, après Ponteno, la répression. Je n'en dis pas plus, mais là, outremo. Je ne vous parle pas de la loi d'Exxon. Je ne vous parle pas de la mise en valeur agricole. On a voulu opposer les Corses, dire les Corses étaient contre les rapatriés, contre les Français, contre un tel, maintenant contre les Portugais. Non. Le fond du problème, il n'est pas là. La Corse, elle entend Corse, elle attend le rester. Mais je voudrais rappeler à ceux qui ont la mémoire courte ou qui feignent d'oublier certaines choses qu'en 1972, ils avaient fait un projet de développement et un schéma d'aménagement qui prévoyait la création de 200 000 lits de tourisme. C'était la version d'Igor Sivora. Voilà ce qui était écrit. Et voilà contre quoi on s'est insurgé. Et voilà pourquoi on a eu raison de s'insurger. Bien sûr, quand il y a eu la première manifestation d'opposition publique à l'Argentine, les gens ont été un peu surpris. Mettre le général de Gaulle en échec n'était pas commode. Et puis après, vous connaissez tous les épisodes du mouvement, de l'Arc, de l'Iberbou. On ne va pas refaire cette histoire-là. Et puis vous connaissez Aléria en 1975. On ne va pas réécrire l'histoire d'Aléria. Mais je ne peux pas oublier que 3 jours après, tout de suite, au lendemain, il y a eu les émeutes de Bastia, qu'il y a eu encore des gens des forces de l'ordre qui ont été tués, que la ville a été mise en état de siège, que l'on tirait à la 12-7 sur les façades des maisons, et qu'un militant, qui était jeune, avec lequel j'étais en prison, qui n'avait aucune responsabilité et qui n'avait absolument pas tiré dans cette affaire, Serge Kachar avait écopé de 10 ans de prison. Je l'ai toujours défendu. Je l'aurais défendu d'une autre façon, s'il était avéré qu'il était coupable, parce qu'on ne se désolidarise pas à l'heure des difficultés. C'était un patriote. Et vous avez été surpris qu'en 1976 naisse un mouvement clandestin. Mais comment voulez-vous que ne naisse pas un mouvement clandestin? Quando è garpiglia d'un popolo, quando è bonigà dei diritti nazionali, quando è impedite a sua lingua desiste, di campare, quando è lasciate a gente di soruglioni, che l'obbligato a parte che valigia in cartone, in Francia, altrove, perso il mondo, et pour l'umane, quand la contestation naît, que vous commencez à réprimer, et puis que vous commencez avec des juridictions spéciales, des cours de sûreté de l'État, etc., à ce moment-là, naît une violence qui est une violence de légitime défense. Il ne s'agit pas aujourd'hui de faire le plaidoyer de qui a eu tort et qui a eu raison. Ce que je dis, parce que je les connais, parce que je me suis battu sans arrêt, parce que j'ai discuté tout le temps avec tous les militants, qu'ils soient indépendantistes, qu'ils soient clandestins, qu'ils soient légaux, j'ai toujours rencontré, dans la plus grande partie, un attachement au peuple et à la nation qui ne mérite pas souvent les amalgames douteux et les raccourcis. Il y a eu des dérives. Je ne connais pas un pays au monde
qui se soient libérés dans des luttes d'émancipation nationale où il n'y a pas eu de dérive. Alors là, on dit la gauche a fait certaines réformes. C'est vrai. De 1980 à 2010, il y a eu 3 statuts. On les doit tous les 3 à la gauche. On a eu la libéralisation de l'information. On a eu la création de l'université de Corté, que Giscard avait déjà entamée. Nous avons eu aussi d'autres opérations qui ont été importantes, la création de la SAFER, la départementalisation moins. Elle a été faite dans un but partisan, c'était de nous diviser et de susciter les appétits des notables qui voulaient se claniser. Nous devons beaucoup de choses à la gauche. La suppression de la Cour de sûreté de l'État, c'est sûr, l'amnistie, la libération des prisonniers. Mais comment ça se fait que ça n'a pas marché? Tout simplement parce que celui qui garde les manettes de la commande, celui qui garde les pouvoirs de légiférer, celui qui garde les pouvoirs de police, celui qui garde les pouvoirs financiers, celui qui garde les pouvoirs de contrôle, celui qui assujettit très souvent les élus par des procédures centralistes contraignantes, celui-là est le maître du jeu. Ils n'ont jamais lâché une parcelle d'autorité, si ce n'est pour ce qui était marginal. Et dans ces conditions, il ne faut pas être surpris que la Corse n'ait pas prospéré. Quand les Corses comprendront que le principal facteur de leur régression, c'est la privation de liberté, l'interdiction de la capacité d'initiative, c'est la volonté mornée de construire, de créer, dont nous avons témoigné sous tous les cieux, dans le monde, dans les colonies, et même ici en Corse, quand il n'existe pas cette possibilité, vous comprenez que le peuple progressivement se délite, d'autant plus que l'évolution du siècle le facilite. Alors on dit, on vous a donné un pouvoir d'adaptation législative. Un mot, un seul. Nous l'avons arraché il y a 10 ans. Nous avons présenté 40 demandes. Je parle sous le contrôle de Pierre Chaubon. Il y en a une qui a été honorée l'autre jour. Le mouillage forain. Je ne dirais pas qu'ils ont voulu nous noyer. En tous les cas, c'est une dérision, c'est une insulte. Mais il faut que vous sachiez que 39 fois, ce qui est prévu dans le statut, qui est la loi contractuelle avec la France, n'a jamais été respecté, sans explication, avec mépris, en disant, voilà, le gouvernement ne peut pas, pour telle ou telle raison, singulier pouvoir. Mais est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, quand il y a 13 PLU qui sont invalidés, que les magistrats, en grande majorité, pour ne pas dire tous, qui sont des Français du continent, quand ces PLU sont invalidés parce qu'on ne respecte pas la loi, est-ce que vous pouvez comprendre autrement que par une volonté de nous assujettir, de nous paupériser, de nous exproprier, vous pouvez comprendre autrement la persistance de l'erreur? C'est impossible. Ils ne se trompent pas. Vous annulez un PLU, ils le font. Et puis dernièrement, ils ont eu une trouvaille. Les zones d'intérêt floristique et faunistique, maintenant, ils veulent sortir des espaces remarquables. Pourquoi? Parce qu'il y a 10 gros projets, des projets qui sont des projets énormes, qui n'attendent simplement que le déclic pour que ce soit le tsunami, le déferlement de la dépossession, de la spéculation, etc. Vous pensez que c'est le fait du hasard? Vous pensez qu'un pays cartésien comme la France peut voir ses lois constamment mises en échec par ses propres tribunaux et ne pas réagir? On me dit tout le temps le crime organisé. Chose simple, 78 assassinats, un élucidé. Les militants nationalistes, dans l'illégalité, pratiquement et systématiquement arrêtés. Singulière distorsion entre une police efficace d'un côté et de l'autre, une police frappée de cécité. Mais il paraît, et perché non siamo mica montoni, parce que nous ne balançons pas, que le bilan est si négatif. Il y a 10 ans, ils ont pris des décisions de lutter contre l'argent douteux. On a nommé l'autre jour un procureur financier à Bastia, manco a vergogna, mais qu'ils présentent leur bilan à l'opinion publique. Et le procureur général Bernard Legras, je le cite aujourd'hui parce qu'il n'est pas là,
le procureur général Legras, je le cite, avait mis en chantier en 1998 l'éradication du grand banditisme. Il me l'a dit la veille de son départ. 220 chantiers ont été ouverts et quand ces affaires auront été menées à bonne fin par la justice, Simeone, vous n'aurez plus de raison de vous inquiéter, vous et vos amis, pour votre pays. Je peux vous dire, pour suivre quand même l'actualité politique et judiciaire, que les 220 chantiers sont restés à l'état de projet. Erreur d'appréciation, ou simplement la volonté de laisser prospérer le banditisme, de donner de nous une image déplorable, de laisser perturber la vie publique, de laisser le non-droit s'installer partout, par un amalgame de dire de partout, sur le continent, en France, en Europe, mais ils sont tous les mêmes, ils sont tous complices. D'ailleurs, ils ne s'en privent pas, bien entendu. Quand ils ont privatisé la SNCM, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont donné à Veolia, par Butler partenaire interposé, dans un contrat éminemment douteux. Comme c'était prévu, ils se sont cassés la gueule, à coups d'argent, de centaines de millions d'argent d'aide publique. Et puis, quand le désastre était avéré, ils n'ont pas eu le courage de parler aux salariés. Ils n'ont pas eu le courage de parler à la Corse. Ils ont dit on va trouver des solutions. Les solutions existent. Et ils nous ont amenés à une grève inévitable des marins la veille de l'été, ruinant la saison touristique parce que tout simplement nous étions en conflit d'intérêts avec des intérêts plus importants que nous. Le port de Marseille, une période religieuse et véritablement nous avons été maltraités. Mais je crois que la plus grosse caricature, c'est les arrêtés Miot. Les arrêtés Miot, c'est quoi? C'est que le législateur nous avait donné les moyens maigres de protéger un petit peu nos biens et qu'on nous l'a enlevé. On nous l'a enlevé. Mais en même temps, si vous n'êtes pas atteint de strabisme divergent, vous regardez et vous voyez que c'est la région de France, entre guillemets, moi je dirais plutôt la colonie, dans laquelle il y a une déshérence des titres de propriété comme on n'en a jamais vu. Qu'un pays cartésien comme la France, le cadastre l'a laissé mettre en l'air totalement, créant des isanies, empêchant le développement, etc. Et puis après, ils se prévalent de leur propre turpitude et disent, à partir d'aujourd'hui, ça suffit, nous allons mettre de l'ordre. Et mettre de l'ordre, pour eux, c'est quoi? C'est tout simplement de faire sauter ces deux dernières barrières. Les arrêtés Miot n'ont pas une vertu cardinale de nous permettre de devenir riches. Oui, nous voulons payer des impôts, mais dans le cadre de la compétence fiscale que nous revendiquerons, ces impôts serviront à financer les dépenses publiques, les dépenses sociales, les dépenses de formation des hommes. C'est ça que nous demandons. Ils ne veulent pas. Et vous savez, pour eux, l'enjeu financier, il est dérisoire. Quelques millions d'euros. Et voilà que des gens du secteur socio-économique, des gens comme Spadone, Louis Orsini, se sont attaqués année après année à ce dossier, l'ont présenté au Conseil des ministres, de gauche, comme ils l'ont demandé, complètement clair sur tous les plans, qu'il a été adopté par le gouvernement, par Cazeneuve, qu'il a été adoubé, qu'il a été reconnu, qu'il allait devenir la loi, et que leur Conseil constitutionnel, comme d'habitude, a dit non, ce n'est pas légal. C'est-à-dire, elle vogliono rispondere. Non a mano appaggiano e di lastre vogliono voilà, violate e scutrate. Tous ces éléments montrent que la France poursuit encore sur une politique soutenue et réfléchie avec un seul but, éradiquer le peuple de ce pays parce qu'il est un obstacle à sa politique d'intégration forcenée et de colonisation. Et je peux vous dire que, avec tous nos amis, nous souscrivons à toutes les défenses des droits, qu'il s'agisse de la LDS, de LDH, de la GIRS. La sévérité et la répression sont réservées aux nationalistes et l'état de non-droit prospère avec les bandits. Et là, je voudrais juste vous citer quelque chose. C'est un truc de Jean-François Bernardini. Vous pourrez le lire dans une petite brochure dont je vous parlerai après, que vous connaissez certainement. C'est une brochure sur la non-violence. Et vous verrez un petit peu, en règle générale, comment il procède. Est-ce que vous pensez que quand on interdit la langue corse à l'école et à l'église, qu'on dit vous n'êtes capable de rien, que
on ferme la seule et unique université pendant 200 ans, qu'on décrète l'oubli organisé de l'histoire pour mieux enterrer la vérité, qu'on coupe un peuple de sa tradition spirituelle, quand on le discrédite, on le diabolise, on l'amène à sa propre perte, qu'est-ce qu'il se passe? Il se passe que dans le conscient et dans l'inconscient collectif des gens, les gens pensent que nous sommes frappés de malédiction, les gens pensent que nous sommes relativement incapables, que la Corse, comme l'a dit un adage célèbre et faux, que la Corse, on aura mai bene. C'est une politique qui est une politique déterminée, c'est une politique qui est choisie, c'est une politique qui est assumée, mais c'est une politique qui est combattue et qui le sera sans ménagement. Vous le voyez bien, l'économie peine. Je n'ai pas dressé ici le tableau des doléances. Elles sont grandes. Mais dans cette grève des transports maritimes, vous avez vu émerger à côté des institutions, chambres d'agriculture, chambres de commerce, chambres de métiers, certaines revigorées d'ailleurs pour la circonstance. Je pense en particulier à la chambre des métiers d'Ajaccio. Vous avez vu émerger beaucoup de socio-professionnels, vous avez vu émerger un collectif d'AVA, vous avez vu des gens qui ont commencé à se battre sur tous les terrains et qui ont obtenu les premiers résultats. Il faut lutter, parce que dans 2 mois, vous allez voir les entreprises en difficulté, vous allez vous apercevoir à ce moment-là la résurgence de tout le fond politique et économique contestataire. Et cette société civile, elle tape avec insistance à la porte de la lutte publique. Elle dit « nous voulons participer ». Corse de l'île, Corse de la diaspora, chefs d'entreprise, salariés, tous les métiers, nous entendons désormais être associés aux décisions, aux conceptions, au suivi. Bien entendu, vous pensez que nous ne savons pas que nos faiblesses sont collectives. Vous voulez qu'on ne sache pas que cette société de cooptation a donné des résultats médiocres, a perdu des valeurs, des retards de développement, a déresponsabilisé la société. Nous, nos idées ont gagné. Mais le problème, c'est que nous ne le savons pas parce que nous n'avons pas confiance en nous. L'État, il sait, lui, qu'il a perdu parce qu'il comptabilise depuis 30 et 40 ans l'avancée des idées de progrès, les idées d'émancipation nationale, et qu'il se demande où va s'arrêter. Mais comme il est dans la dénégation, comme il est dans le refus de l'évidence, comme il est dans la volonté de poursuivre sa politique de coercition, il ne le reconnaît pas. Alors ils me disent le suivant, mais il faudrait que les Corses se prononcent. Mais dites-moi, 50 ans de lutte permanente, 50 ans d'autodétermination dans tous les secteurs, 50 ans de combat pour tous les problèmes les plus élémentaires, depuis la langue, en passant par la terre, en passant par l'urbanisme, en Couliraz, qui a aussi le collectif de l'environnement et tous les autres qui se battent avec acharnement pour défendre nos terres. Heureusement, est-ce que ça ne suffit pas à l'État? Je vais faire plaisir à un de mes amis qui est dans la salle, le philosophe marxiste qui était Sartre l'a dit, les victoires idéologiques précèdent toujours les victoires politiques. Face à la crise historique que traverse notre pays, nous avons le choix entre la démission et l'engagement. Notre choix est clair et déterminé. Il n'y a pas d'autre solution à la question corse que l'implication de l'ensemble du peuple corse d'ici et de la diaspora dans une lutte organisée, pacifique, démocratique, dans une révolte, une insurrection civique qui soit dictée par l'intelligence collective, par la volonté d'avancer. Parce que ceux qui pensent que quand on choisit la voie de la non-violence, c'est qu'on renonce à faire valoir ses convictions, ne savent pas que Nelson Mandela, c'était un homme qui avait commandité des attentats terroristes contre la population blanche. Ils font semblant de ne pas savoir que Gandhi, qui était l'apôtre de la non-violence, a suscité de véritables révoltes et que tous ces gens-là ont placé comme objectif numéro 1, c'est faire avancer les idées de progrès par la mobilisation, par le civisme, par toutes les luttes alternatives. Donc, il n'y a là absolument aucun renoncement. Alors on dit, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est pas difficile.
Un peuple émancipé, reconnu, maître de son destin. On verra l'amplitude de cette maîtrise. Une démocratie omniprésente. Le clanisme, le système claniste n'est pas soluble dans la démocratie. Il faut progressivement s'en défaire. Il est antinomique de la libération de la Corse. Il est antinomique de son développement. Il est antinomique de la dignité. Il est antinomique de l'efficacité parce qu'il nivelle par le bas. Parce qu'il coopte par les critères de la médiocrité au lieu de s'adresser au mérite, à la compétition, au concours. Nous voulons une société qui soit tolérante, qui privilégie l'éducation, la formation, la responsabilité, la solidarité, la justice sociale. Bien entendu, un développement soutenu et bien entendu une ouverture sur le monde, sur la Méditerranée et sur l'Europe. Ce ne sont pas, vous le verrez, des vœux pliés. Mais là, je vais aborder en quelques minutes un problème, à mon avis, qui mérite une réflexion collective et dont, bien entendu, je n'ai pas la clé. À mon avis, quand Hollande, par valse interposée et avec Cazeneuve comme second couteau, a dit non à toutes les réformes démocratiques que l'Assemblée de Corse avait voulues, avec des voix très très larges, bien entendu pour la co-officialité, moins importante pour d'autres sujets. Quand cette Assemblée de Corse qui a délibéré et travaillé sur un PADUC, dont le socle, je vous rappelle, est le peuple corse, ça y est dans le texte, quand cette Assemblée de Corse qui a avancé sur tous ces problèmes, après avoir consulté les experts, vu des gens de la société civile, cherché des solutions, vu des constitutionnalistes, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit non. Est-ce que vous pensez que c'est fortuit? Ils ont dit non, pourquoi? Puisqu'ils ont choisi de nous imposer un rapport de force dont ils pensent que nous n'avons pas les moyens de l'affronter et a fortiori de le gagner. L'État a tué, discrédité, démonétisé ce processus en disant non par anticipation au choix démocratique et donc aux conclusions du dialogue. L'opinion publique n'y croit plus. Les replâtrages locaux, demain les palinaudis de Mme Lebranchu, ne pourront pas restaurer la confiance. J'ai la conviction profonde qu'aujourd'hui, on est appelé à réfléchir tous ensemble, dans toutes les familles politiques. Je parle des familles démocratiques et de progrès, de celles qui ont envie que ça change. Et encore, s'ils doivent être autour de 70 à 75%, on est obligé de réfléchir. À mon avis, l'article 72.5 ne suffit plus, parce qu'il ne permet aucune avancée significative. Mais vous savez que l'État, il nous a octroyé 3 statuts, et ça n'a pas changé, parce qu'il a tenu les cordons de la décision politique, les cordons de la bourse, et chaque fois il a gagné 10 ans. Mais ce ne sont même pas des statuts d'autonomie de gestion, ce sont des gadgets pour satisfaire la population, pour lui faire croire qu'on s'occupe de ses réalités. Mais en fait, c'est un blocage qui est un blocage total, qui est un blocage calculé. Je vais vous dire pourquoi je n'ai pas choisi l'indépendance. Ne croyez pas que c'est parce que je crains la puissance tutélaire. Je pense que nous sommes dans un siècle d'interdépendance, que les micro-États sont vulnérables et fragiles. Je pense que les Corses, actuellement, dans leur immense majorité, n'en veulent pas. Mais je ne ferai pas, comme je crois Ferhat Abbas qui avait dit, je n'ai pas rencontré la nation algérienne, elle n'existe pas. Moi, je ne dirais pas que les Corses devront renoncer en conscience à des choix qu'ils effectuent en toute liberté et qu'ils assumeraient demain démocratiquement, qu'il s'agisse de l'autodétermination ou qu'il s'agisse de l'indépendance. Bien entendu, les gens réfléchiront. L'autonomie interne, bien entendu, avec un élargissement de toutes les compétences sauf les pouvoirs régaliens, avec la reconnaissance du peuple corse. Il faut que l'objet soit identifié. Oui, nous le disons, que c'est une communauté de destin qui est ouverte. Oui, nous intégrons sans restriction celles et ceux d'origine ou d'adoption qui ont choisi de vivre ici et d'y travailler normalement. Mais nous voulons être reconnus, parce que pour pouvoir bénéficier de la protection de la loi, de la reconnaissance internationale, on a besoin de cette reconnaissance. Oui, nous voulons un pouvoir législatif, mais ce n'est pas un gadget.
Comment pouvez-vous, demain, préconiser le relèvement de l'intérieur si vous n'avez pas le pouvoir législatif qui vous permet d'inciter, par le biais de la réforme des arrêtés Millau, par le biais de l'obtention de la compétence fiscale, si vous ne pouvez pas utiliser ce levier préférentiel qu'est la fiscalité pour permettre à la Corse de l'intérieur de se développer? Comment voulez-vous, si vous n'avez pas le pouvoir financier, avancer? Pas d'argent, vous n'avancez pas. Et périodiquement, ce sont les comédies. Il faut aller pleurer à Bruxelles, il faut aller pleurer auprès du SGAC, il faut aller pleurer auprès des préfets. Et c'est distillé au compte-gouttes, sous perfusion. En tous les cas, sans aucun moyen important pour résorber le passif de 2 siècles d'aliénation et de colonisation. Voilà ce qu'ils font. Vous comprenez que si demain vous avez un pouvoir financier, qui est un pouvoir, bien entendu, dont nous assumerions la responsabilité et qui, dans le contrat passé avec la puissance tutélaire, nous obligerait à reverser un certain quota des taxes pour les tâches qui sont d'intérêt général, comme les affaires étrangères, la défense nationale, qui ne seraient pas de notre compétence, vous comprenez que quand vous aurez la masse financière, quand vous aurez les impôts, vous serez à même de choisir la politique de développement. Ça s'appelle des statuts d'autonomie. D'autres les appellent la dévolution. D'autres les appellent l'autodétermination. Mais quand vous regardez l'Europe, elle bouge partout. Elle a bougé au Pays Basque, elle a bougé en Irlande, elle bouge en Écosse, elle bouge en Catalogne, elle bouge partout. Progressivement, elle s'émancipe et progressivement, les peuples arrivent à ce qui est un droit imprescriptible, c'est le droit de choisir son destin collectif. Alors on me dit, mais évidemment, vous avez l'habitude des meetings et vous savez un petit peu endormir les gens, après ils vont rentrer chez eux pendant un certain temps. Le clinquant de la démonstration va les séduire en disant « on n'a pas appris grand-chose ». Mais je voudrais terminer par quelques incitations qui sont une contribution modeste à la démarche d'émancipation collective. Et je finirai par là. Il faut être créatif. Il ne faut pas penser avec leur schéma de penser à eux. Il faut bien les connaître pour bien les combattre. Mais il nous faut nous devenir beaucoup plus combatifs. Sur tous les terrains où les intérêts de ce pays sont en jeu, qu'ils soient économiques, sociaux, culturels, il faut être présent. Non ci vuole più all'ibage, ci vuole fare la guerra, una guerra intelligente, politica, tecnica, senza violenza. Il faut paralyser l'État en pénalisant le moins possible les Corses. Il faut retenir les revendications du monde économique. Parce que le monde économique, il veut que cette crise-là soit traitée au mieux des intérêts d'une population et des professions qui ont été gravement lésées, mais il veut aussi que l'on pense à l'avenir. Quel système de transport? Quelle gouvernance économique? Quel degré de participation? Quelle autonomie? Il existe une volonté saine et constructive de la société civile d'être associée désormais à la recherche d'une solution politique dans l'île. Bien entendu qu'on ne peut pas négliger les revendications sociales relatives à l'emploi, à la vie chère, au logement, à la santé publique, et que nous allons y employer. Mais je vous demande de réfléchir, parce que je veux finir là-dessus. Nous pensons que nous sommes David face à Goliath. Quand on pense ça, on se trompe. Parce que nous sommes adossés au droit et à la justice, et eux, ils sont adossés au non-droit et à l'injustice. Il existe une opinion publique et une conscience à l'échelle du monde. Nous devons les informer, les mobiliser. Siamo pronti, a parte dall'Alumane, di Bia Valige, de constituer des PowerPoint, d'y va réduire les malfaites avec la Nouvelle et de faire comme nous l'avions fait jusqu'en 1980, de courir partout, dans tous les pays, dans toutes les grandes capitales, dans toutes les institutions, pour montrer qu'il y a un peuple qui a le droit de vivre, qu'il exige avec force, que c'est la démocratie qui l'impose et qu'il faut imposer à l'État français de se tourner vers le droit des peuples à disposer de leur destin. Voilà ce que nous allons faire. On va, bien entendu, dans cette lutte, nous souscrivons
à la plateforme de la Social Solidaridad qu'elle a créée avec la Ligue des droits de l'homme, une plateforme pour améliorer le sort des détenus politiques dans l'attente de leur libération. Parce que je l'ai dit et je l'ai écrit, les prisonniers politiques font partie du problème et ils feront nécessairement partie de la solution politique. En attendant, il serait bon que la tutelle comprenne qu'il existe de simples mesures humanitaires qui ne sont que la volonté d'appliquer la loi française, de rapprocher les familles et d'être moins intransigeants, tant sur les libertés conditionnelles que sur tous les problèmes qui font le quotidien des prisonniers et de leurs familles. Voilà les quelques idées que je voulais partager avec vous. Et je voulais vous dire, avant de conclure, j'espère ne pas avoir été trop long, que aujourd'hui une étape est finie. Une nouvelle étape commence. Ce n'est certes pas aux gens perclus de rhumatisme, même s'ils ont une certaine forme d'intelligence résiduelle malgré l'âge. Ce n'est pas à des vieux qui ratiocinent sans arrêt, mais c'est à tout le monde de comprendre que chacun est dépositaire d'une parcelle de l'intérêt national et que chacun doit être concerné et que vous pouvez vous battre à chaque instant. Vous pouvez vous battre avec les pétitions, vous pouvez vous battre avec Facebook, vous pouvez vous battre en soutenant les entreprises de solidarité, vous pouvez soutenir tous les combats que mènent les gens, les infirmières, les hôpitaux, les travailleurs sociaux, tous les salariés. Je crois que c'est une chose qui est extrêmement importante. Mais ceux qui font semblant de ne pas comprendre, ceux qui essayent de nous induire en erreur, ceux qui sont crédules, ce sont des gens qui se trompent. Nous ne sommes pas engagés dans la fantaisie de quelques années de lutte parce qu'on va avoir un drapeau corse au fronton des édifices publics. Nous avons été une nation libre et indépendante. Nous voulons, dans le cadre de l'Europe actuelle, un nouveau type de contrat qui nous permette d'être nous-mêmes, de légiférer, de choisir notre destin, d'organiser le développement économique, de veiller à l'équité. Alors, augursi, a parte dall'Alumani, abbiamo cominciato a batterci in un'altra maniera. Toutes les lottes que vous arrêtez quand vous êtes concernés, commencez chacun d'entre vous à lever le petit doigt, simplement en appuyant une pétition, en étant solidaire. Et vous allez voir qu'avec tous les collectifs économiques, au mois de septembre, nous allons commencer véritablement à poser les véritables questions sur les responsabilités des désastres de la desserte sous perfusion, et que nous allons non seulement viser à en réparer les dégâts, mais que nous allons viser à imposer la participation de toutes les forces vives et de la société et des Corses de la diaspora à la définition de la nouvelle politique. Ce n'est pas un chant de désespoir, ce n'est pas un cri de révolte, c'est un cri de démocratie, c'est une exigence de liberté, de vérité, de justice. Il n'y a pas d'exemple au monde, dans la société dans laquelle nous vivons, qu'un peuple puisse s'arroger le droit contre la loi internationale, contre les usages, contre tout simplement la démocratie, qui puisse s'arroger le droit de priver un autre peuple des bénéfices de sa reconnaissance. C'est absolument impossible. Et fort de ces convictions, je vais continuer à marcher au milieu de vous, de tous ceux qui depuis des décennies vous êtes battus, quelles qu'aient été les familles et le choix de vos moyens de lutte. On va continuer à marcher de vous, on va vous encourager, on va soutenir les plus défaillants, on va conseiller les plus jeunes. La Corse, elle a le droit de vivre. La Corse, elle a le droit de vivre libre. La Corse, elle a le droit de vivre debout. Et bien entendu, vous savez que nous n'oublions pas dans la réflexion, même s'il est impossible de les citer, tous ceux qui ont participé à des titres divers et quelle qu'était leur arrivée dans le combat et sous la forme qu'ils ont choisie, nous ne voulons pas aujourd'hui faire de distinguo. Oggi è l'ora di riflessione, di lotta con le tie, perché il popolo corso è più diritto
di campare. E voglio mandare prima finisce, dopo a tutti quelli, quando noi saremo venuti a questa riunione, prima di rinfrescarci, di mangiare un pezzo ed aspettare tutti i nostri amici culturali che ritroveranno qui vicino alla scena, volevamo semplicemente che tutti quelli che sono venuti dalla cantina aerea, che sono dalla sala, quelli non dalle strade. Et ce soir, nous terminerons par un seul mot. À mon avis, il résume tout. Et il n'a pas besoin de connotation particulière. Et viva la nazione, et viva la libertà.